Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi et c'est donc l'heure de nous retrouver pour Cœur de patrimoine, votre assistant patrimonial personnel. Chaque semaine, vous le savez, Radio Patrimoine se met à votre service et offre aux acteurs de la gestion de patrimoine l'opportunité de venir vous entretenir sur les placements. Alors au sommaire de ce 41e numéro de Cœur de patrimoine, on va prendre dans un instant la direction des marchés financiers en insistant notamment sur l'Europe mais aussi sur toutes les styles, les types de valeurs qui comptent peut-être le plus en ce moment. Ensuite, on parlera retraite en vous proposant une fiche pratique sur l'intérêt du PER et ce, dès le début de la vie patrimoniale. Et puis, enfin, il y aura un peu de fiscalité encore. Et oui, c'est quasiment une constante en France lorsqu'on parle de gestion de patrimoine. C'est donc parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on attaque tout de suite donc avec cette première vision de marché. On accueille ce matin Andrzej Kawalek. Bonjour Andrzej. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine, directeur général de Moneta Asset Management. D'abord, regardons un petit peu, survolons si vous le voulez bien, nos marchés, en regardant peut-être le catalyseur le plus impressionnant de ces dernières semaines, c'est Donald Trump, donc le catalyseur américain, on va dire. Comment vous l'interprétez, ce catalyste américain ? On a l'impression qu'il y a, je sais pas, des ratés, des doutes, des surprises sur l'état de santé du consommateur, sur l'inflation, sur les tensions. Enfin voilà, c'est pas ce qu'on nous avait promis. Enfin, les marchés... Ils doutent, ils cherchent, Écoutez, moi je vais revenir peut-être à la situation qui avait eu lieu en novembre à l'élection de Trump. Et à l'époque, donc c'était une époque qui n'est pas si lointaine, le consensus était quand même que les États-Unis allaient sortir extrêmement gagnants. Il y avait les fameux Trump Trade qui devaient enrichir tout le monde. Alors je rappelle pour ceux qui s'en souviennent pas quels étaient les Trump Trades. Les Trump Trades, c'est le dollar gagnant, c'est la Chine qui devait souffrir, c'est l'Europe qui devait souffrir, c'est aussi les crypto-monnaies qui devaient s'envoler. Et on voit qu'après quand même déjà 3 mois d'activité de Trump, 3 ou 4 mois d'activité de Trump, tous ces Trump Trades ont fait pchit. Alors le dollar, il a chuté lourdement, l'euro est revenu à un niveau au-dessus du niveau qu'il était en novembre. La Chine, les marchés chinois sont en très fort rebond depuis le début de l'année. Celui qui avait vendu les marchés américains, enfin vendu l'Europe et acheté les Américains, il se retrouve avec des très lourdes pertes au niveau boursier. Les cryptos, je ne commente pas. Trump en est réduit à dire qu'il va en mettre dans les réserves stratégiques des États-Unis pour soutenir les cours. C'est vraiment pitoyable. Et donc, on a un véritable retournement de situation. Tout ça parce qu'il a quand même amené ce que le consommateur et ce que l'investisseur déteste, l'incertitude. Oui. L'incertitude. Alors l'incertitude, le principal point d'achoppement, ce sont ces droits de douane. Alors les droits de douane, quel impact ils ont ? Écoutez, c'est très simple. Les droits de douane, ils renchérissent les produits, ils abaissent les marges des sociétés, ils réduisent la compétitivité des pays, ils augmentent le chômage, ils augmentent l'inégalité. Mais bon, à part ça, ils sont parfaits. À part ça, ils sont parfaits. En tout cas, on le voit bien, on a aujourd'hui un consommateur aux États-Unis qui est sous le doute. Il y a aussi toute une série de politiques extrêmement brutales qui sont très anxiogènes, avec des licenciements, des centaines de milliers de personnes qui sont licenciées. Et donc aujourd'hui, on a un retournement de situation qu'on aurait eu du mal à prévoir il y a encore 5 mois. Pourtant, nous, chez Moneta, on poussait l'Europe fin de l'année dernière. Et je me rappelle, je prêchais un peu dans le désert parce qu'on se disait qu'il y avait quand même des catalystes forts pour que l'Europe rebondisse. Mais il y en a un que je n'avais pas anticipé, c'est que c'est finalement Trump qui allait donner un coup de pied aux politiciens européens. Il faut savoir que les politiciens européens sont vraiment de qualité, enfin je ne parle pas maintenant ici, je parle en collectif, sont de qualité quand même médiocre, et ils ne se bougent que sous la contrainte, parce que chacun d'entre eux est concentré sur son
pied de carré étriqué national, en perdant la vue globale. Là, Trump a obligé l'Europe de réagir. Et donc, la réaction de l'Europe, c'est quand même une révolution telle que moi, je ne l'avais pas vue en 20 ans de marché. Donc, c'est vrai. Et c'est presque symbolisé par l'Allemagne, enfin, je veux dire, qui a renversé la table et qui, du côté un peu l'oncle Picsou qui voulait pas donner un centime, envisage, change complètement de paradigme, quoi. C'est poussé par l'Allemagne, mais c'est aussi poussé par l'Europe, parce qu'il y a deux plans. Il y a quand même une relance budgétaire extrêmement forte en Europe aujourd'hui, sous l'impulsion, bien sûr, de l'Allemagne. C'était très largement commenté avec les mesures Merz, donc en faveur du réarmement, mais aussi les 500 milliards pour l'infrastructure. Mais il y a aussi une relance militaire très forte de la part de l'Europe pour permettre à l'Europe de regagner en souveraineté. Et donc, on a un véritable changement d'époque. Il faut savoir que maintenant, depuis 30 ans, on vivait, entre guillemets, on devait vivre sous les dividendes de la paix, avec un secteur de la défense qui était réduit à la partie congrue. Je le rappelle, la France dépensait 2% du PIB en défense encore l'année dernière, alors qu'elle en dépensait 4 dans les années 70. L'Allemagne, 1% du PIB en défense, qu'elle en dépensait 3 dans les années 70. Et donc, qui dit relance par des investissements dans la défense, dit aussi beaucoup de recherche et développement, vous voyez. Donc, c'est un aspect qui est... Vous disiez, Andrzej, même en anticipant presque la question, de dire, moi je croyais à l'Europe, etc. On était chez Moneta très en avance, même si on n'avait pas imaginé que ce serait Trump qui nous collerait un bon coup de pied au derrière, etc. Mais moi je regarde les choses depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années même maintenant, autour de cette bourse, de ces questions de valeur, etc. Et ça fait des années aussi que j'entends chaque début d'exercice, vous et vos camarades dire « Ah, ça y est, cette année, ça va être l'année de l'Europe, bien sûr, ça va être l'année de l'Europe. » Et puis, au fur et à mesure que passent les mois, on dit « Ah bah non, finalement, c'était encore pas cette année. » Est-ce que vous pensez, en regardant tout ça, que l'Europe peut devenir, cette fois-ci, vraiment un moteur de cette croissance mondiale, etc. et qu'il y a en dehors de la défense peut-être, mais des secteurs, des pays qui sont plus prometteurs les uns que les autres? Alors, jusqu'à devenir moteur de la croissance mondiale, c'est peut-être ambitieux, mais en tout cas, elle peut avoir une croissance plus élevée que celle qu'elle avait ces dernières années. Et je vais vous dire, il y avait quand même, en fin d'année dernière, des raisons d'être optimiste, mais on a finalement eu plus que ce qu'on espérait. Sachant qu'en fin d'année dernière, dans les sondages, déjà, les conservateurs en Allemagne étaient en leadership, et leur programme ne faisait pas de secret. Ils devaient relancer l'investissement. Ça c'est clair. On devait avoir aussi, dès l'arrivée de Trump, il était assez probable que l'Europe bénéficie d'une paix probable en Ukraine. Alors, même si la voie est semée d'embûches, ce n'est pas certain, mais en tout cas, la probabilité d'un accord et donc d'une baisse de cette prime de risque dont l'Europe souffrait depuis maintenant 3 ans, devait se mettre en place. On avait des cours du pétrole qui étaient quand même assez sages, et Trump, qui relance sa guerre des tarifs, il avait quand même intérêt à ne pas faire flamber trop les prix du pétrole, puisque c'est une part très importante de la facture des ménages américains. On avait aussi des baisses de taux qui étaient enclenchées. Donc il y avait un certain nombre de choses qui étaient en place et qui devaient se matérialiser dans les mois qui viennent. Le bonus qu'on a eu, c'est cette relance des dépenses de défense, et qui là sont un véritable game changer, je pense. Alors, rentrons maintenant un petit peu dans le dur du sujet, parce qu'en fait, c'est aussi votre cœur de métier, c'est d'aller regarder les styles, les valeurs, les catégories, etc. On voit qu'il y a un retour de la value, des cycliques, etc. C'est durable, c'est quelque chose sur lequel on peut appuyer finalement ses choix patrimoniaux ? Écoutez, le style value marche quand il y a un peu plus de croissance et quand les taux sont plus élevés. C'est ce qu'on n'avait pas depuis maintenant 7-8 ans, et c'est ça qui avait poussé bien sûr toutes les valeurs de croissance, toutes les valeurs défensives. Les valeurs défensives et les valeurs de croissance étaient recherchées dans un contexte où on avait beaucoup d'incertitudes. Et il faut savoir que depuis maintenant 7-8 ans, on vivait en Europe, du point de vue de l'investisseur européen,
dans un climat d'incertitude. Je les nomme, ces incertitudes. Donc, tout d'abord, il y avait les risques de récession aux États-Unis quand Trump était arrivé en 16, c'était pas la folie. Puis il y avait le début des guerres commerciales en 2018 avec la Chine, c'était aussi anxiogène, ça devait provoquer des récessions. Puis 2020, le Covid, puis 2022. Donc tous les 2 ans, 2022, la guerre en Ukraine, tous les 2 ans, on avait un coup de massue. Je ne parle même pas de la dissolution que les politiciens français ont organisée en France. Et donc, il y avait des raisons pour ne pas être investi sur des valeurs qui sont des valeurs très sensibles à la conjoncture. Voilà. Alors maintenant, où on a un plan de relance, un double plan de relance, un plan de relance européen et un plan de relance allemand qui est crédible parce qu'il est financé, c'est le pays, la principale économie de l'Europe. Et même si les autres pays ne relancent pas, ils vont en bénéficier. La France est le principal partenaire étranger de l'Allemagne. Bien sûr que ce plan va être extrêmement positif pour l'économie française, même en absence de réforme ici. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'investisseur peut mettre ses lunettes roses. Alors, ce plan de relance a fait augmenter les taux. Donc, les taux longs ont pris entre 20 et 30 points de base. C'est important, mais ce n'est pas non plus majeur. Mais c'est justifié par des perspectives de croissance beaucoup plus élevées qu'avant. Alors les économistes, nous ne sommes pas économistes chez Moneta, mais on lit ce que disent les uns et les autres. Les plus optimistes, ils disent entre 0,5 et 1 point de croissance de plus pour l'Europe. J'ai vu aussi des gens ajouter 1,5 de croissance, donc ça devient maintenant très significatif, sachant qu'en Europe, on flirtait avec une croissance globale autour de 1, voire 1 moins, et ça. Avec les 2 pays majeurs, la France et l'Allemagne, qui étaient plus proches de 0 que de 1. Et alors, on réfléchit comme ça, avec cette thématique value, avec l'idée des cycliques, etc., ou est-ce qu'il faut aussi descendre un peu et sectoriser un petit peu ses choix? Enfin, alors la défense, il faut pas être grand clair pour se dire tiens, on peut peut-être jouer de la défense, mais il y en a d'autres pour vous comme ça, des secteurs qui ont toutes les raisons d'être accrochés? Il y a des secteurs qui vont être extrêmement gagnants de la phase actuelle du marché. Le principal, je vais en énumérer quelques-uns. Le principal qui vient, ça vient d'un commentaire que je faisais sur les taux. On a une courbe des taux maintenant qui est redevenue normale, c'est-à-dire pentue, avec des taux courts très nettement plus bas que les taux longs. Il faut savoir que c'est une configuration de marché normale. Celle qu'on avait connue ces dernières années était anormale, avec des taux longs qui étaient beaucoup plus faibles que les taux courts et qui étaient une zone un tout petit peu dangereuse. Donc une courbe des taux normale, c'est par exemple extrêmement favorable pour le secteur bancaire. Et notamment le secteur bancaire français. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, les banques françaises, elles collectent des dépôts qu'elles rémunèrent avec des taux à court terme, et elles sont prêteuses à long terme, et donc elles dégagent une marge. Et donc si le différentiel est positif, c'est extrêmement favorable pour le secteur bancaire. Donc c'est un secteur qui est un secteur typiquement value et qui a énormément progressé depuis le début de l'année. Deuxième secteur qui va être porté par les plans de relance, par peut-être un peu plus de vigueur économique en Europe, en Allemagne, mais aussi en Europe, c'est le secteur de la construction. Donc Vinci, Eiffage, Saint-Gobain, tous les producteurs de matériaux de construction, et bien sûr les sociétés qui sont exposées à l'Allemagne, donc Wienerberger ou Rockwool, les cimentiers, Heidelberger Cement, ce sont toutes des sociétés qui étaient extrêmement souffrantes ces dernières années. Alors, il ne faut pas quand même mettre toute la value dans le même panier. Il y a un secteur value qui aujourd'hui reste un peu dans le brouillard. C'est typiquement le secteur automobile, mais qui a ses contraintes propres. Et donc voilà, donc il faut faire très attention quand on parle de style, puisque bien sûr, comme vous le dites, à l'intérieur des styles, il y a des segments qui n'ont pas les mêmes dynamiques. Alors, je vais continuer à gratter un petit peu, et alors là, elle est carrément sur votre terrain de jeu. Ce sont les petites et moyennes valeurs. Elles ont été très longuement délaissées, et là, on hume comme un frémissement. Vous y croyez, là, vous ? On y croit dur comme fer, d'autant plus que c'est un secteur qui a qui a accumulé un retard très important. Je vais donner
4 chiffres pour illustrer ce retard. Alors, le précédent pic des petites valeurs en France, en tout cas, il était fin 2017. Depuis fin 2017, si on prend les 10 principales valeurs du CAC 40, elles ont doublé. Les 30 suivantes ont fait plus 40. Le mid a fait autour de 0. Et les small ont perdu 30%. Vous voyez, donc il y a quand même un monde entre les, en fonction de. Et elles peuvent reprendre du poil de la bête ? Alors elles peuvent reprendre, elles reprennent en général. Alors il y a beaucoup d'éléments qui nous font dire qu'elles peuvent reprendre. Tout d'abord, c'est un style de société qui marche bien quand on a un peu d'optimisme économique. Donc ça sert à rien d'aller sur les small quand on est pessimiste économiquement, et surtout quand on est pessimiste sur l'Europe, puisque ce sont en général des sociétés plutôt domestiques, plutôt soit nationales, soit européennes. Et aujourd'hui, on a quand même un Même si elles peuvent être parfois leader mondial. Tout à fait. Elles peuvent être très fortement exportatrices, mais en général, le segment est plutôt considéré comme un segment national ou européen. Et aussi, ce sont des sociétés qui ont des bilans où ils sont structurellement, ils ont de la dette plutôt à taux variable. Voilà, donc on a aujourd'hui 2 catalystes puissants, ce sont des catalystes externes, entre guillemets macroéconomiques. C'est le retour de la confiance et le retour des perspectives de croissance favorables en Europe, et puis la baisse des taux courts qui sont favorables à cette catégorie de valeurs. Et enfin, ce qui est important de voir, c'est à la fin, nous sommes, comme vous le savez, des stock pickers, nous regardons les valorisations. Les valorisations sont aujourd'hui extrêmement dépréciées. Si je prends, donc au-delà de la France, par exemple, on se concentre sur le Stoxx européen. Si on prend les small dans le Stoxx, elles ont historiquement toujours traité avec 2 points de multiples de plus que les grandes. Et c'est normal parce que les petites et moyennes valeurs ont plus de croissance. Il est plus facile de passer de 100 millions de chiffre d'affaires à 200 millions de chiffre d'affaires que de 10 milliards à 20 milliards. Bien sûr. Et donc, ce supplément de croissance était valorisé par des multiples supérieurs. Et donc, aujourd'hui, elle traite à 2 points de multiples en dessous des larges. Donc il y a un vrai rattrapage qui peut se faire. Ça, c'est le premier niveau de rattrapage. Et le deuxième niveau de rattrapage, c'est qu'elle traite aussi en dessous de leur moyenne historique. Vous voyez, leur moyenne historique était autour de 15 fois les résultats. On est à 12 fois les résultats. Et donc, si on a ne serait-ce que ce rattrapage des deux, c'est-à-dire qu'elles reviennent... si on a l'un des deux, ça fait plus 20 à 30% de potentiel. Si on a les deux, ça fait plus 40% de potentiel pour la catégorie. Toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on aura aussi, avec les révisions économiques, c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est en Europe avec des surprises économiques positives, là où on est aux États-Unis avec plutôt des surprises économiques négatives. Et les marchés anticipent et les marchés se projettent. Et donc ça, c'est un élément supplémentaire qui pourrait alimenter la hausse. Bon, juste pour terminer, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, voilà, à un auditeur, une auditrice qui vous écoute ce matin et qui se dit, tiens, j'ai pas d'action dans mon portefeuille, dans mon patrimoine. Andrzej me convainc. Qu'est-ce que vous lui dites, voilà, le petit bilan entre guillemets ou encouragement de Moneta? Voilà, écoutez, moi je constate qu'en France, les épargnants ont beaucoup d'épargne peu risquée, donc placée dans des livrets ou dans de l'assurance vie. Alors certes, il y a des objectifs à cela, il y a des objectifs patrimoniaux à cela, mais je pense que la partie risquée aujourd'hui peut être augmentée, et notamment la partie qui vise à investir dans les fonds propres des entreprises. Investir en bourse, c'est investir dans les fonds propres d'entreprises, des belles entreprises qui créent des emplois, qui sont des entreprises qui ont des fortes croissances pour beaucoup d'entre elles. Et donc, moi, ce que je recommande, comme il est très difficile de faire du stock picking sur les petites, encore plus difficile que sur les grandes, le mieux que vous puissiez le faire, c'est d'investir à travers un fonds. Il n'y a pas beaucoup de trackers, ou à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de... il n'y en a même pas de trackers sur les indices petites valeurs, puisque ce n'est pas très intéressant commercialement pour ces fabricants de trackers qui, eux, cherchent le volume. Donc, eux, ils se concentrent sur des produits indices monde. Il faut savoir qu'en investissant dans un tracker monde, vous investissez aujourd'hui à 70% aux États-Unis. Il faut réfléchir, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre un tout petit peu plus d'Europe pour ceux qui ont déjà des portefeuilles? Donc, rebalancer l'Europe, et ceux qui aiment
ceux qui ont une appétence au risque un peu plus importante, ils pourraient investir dans des small caps. Donc du risque, de l'Europe et de la gestion active, puisqu'on fait confiance à un fonds, et plus singulièrement à ceux de Moneta, bien évidemment. Alors, merci d'en parler. Je n'ose pas en parler, mais c'est vrai que nos fonds ont une performance vraiment exceptionnelle sur le très long terme, avec notre principal fonds Moneta Micro-entreprise, qui a été créé maintenant il y a 22 ans, qui a fait x19 depuis sa création. Donc, c'est 14%, plus de 14% de TRI net de frais, sans effet de levier pour l'investisseur, avec un sous-jacent totalement liquide. D'accord. C'est ce que le private equity promet, mais c'est ce que nous réalisons. Andrzej Kawalek, donc, pour Moneta Asset Management. Merci d'être passé dans Cœur de Patrimoine et à très bientôt. Merci Cédric. Et nous, on poursuit notre voyage dans votre patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et on adore, vous le savez, en France, fonctionner avec des plans. On a des plans d'épargne en action, on a des plans ceci, des plans cela. Il y a un outil qui a surgi dans notre monde patrimonial il y a maintenant quelques années. C'est le fameux PER, le plan d'épargne retraite. Et on va essayer de vous en proposer, comme on le fait régulièrement avec lui, une forme de fiche pratique. Notre invité, c'est Yann de Florenne. Bonjour Yann. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous Modo Patrimoine. Et avec vous, voilà, on essaye d'être pratico-pratique, de faire une petite fiche. C'est le PER qu'on met en avant aujourd'hui avec, presque un sous-titre qui a été repris d'un de vos posts LinkedIn. Si t'as pas ton PER à 30 ans, c'est que t'as raté ta vie patrimoniale, c'est ça? Donc, on va essayer de voir pourquoi peut-être effectivement, dès le début de sa vie patrimoniale, c'est intéressant de regarder et de souscrire à ce fameux PER. D'abord, on le repose, ce PER, c'est quoi brièvement? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que ce plan d'épargne retraite? Le plan d'épargne retraite, c'est une enveloppe fiscale. C'est un produit d'épargne qu'on ouvre en général auprès des compagnies d'assurance. Et l'objectif de ce produit d'épargne, il va être double. À la fois optimisation de son épargne, mais aussi optimisation fiscale, via la diminution de l'impôt sur le revenu. Et il commande en fait à lui tout seul tous les anciens plans qu'on avait, les articles 83, les PERP, les ceci, les cela. Vous nous parlez beaucoup de fiscalité, effectivement, de toute façon, et on va le voir dans la suite de l'émission, la fiscalité, c'est un peu au cœur de la vie patrimoniale française. Quels sont finalement ses avantages fiscaux? En quoi est-ce que justement on fait travailler son épargne tout en rognant sur ce que l'État nous prend? Enfin voilà, dites-nous un petit peu, détaillez-nous un peu les aspects fiscaux de ce plan. Alors, double objectif, on l'a vu, optimisation de l'épargne, optimisation fiscale. Au niveau de l'optimisation de l'épargne, déjà, quand on investit son argent, le but final, c'est de faire travailler son capital. C'est que celui-ci nous génère des intérêts, plus que s'il dormait sur des comptes courants. Le rendement d'un PER va dépendre principalement de ce qu'on va y mettre à l'intérieur. Et à l'instar d'une assurance vie, quand on place son argent sur un PER, ça va être dispatché entre, d'un côté, le fonds euro et de l'autre, les fonds en unité de compte. Donc, c'est cette allocation dont va dépendre le rendement. Donc, en fait, ça veut dire que quand on aborde le PER, il faut finalement avoir son dictionnaire d'assurance vie dans la poche pour se dire, tiens, je vais retrouver des mots en commun. Exactement. Donc, je vous redirige vers une de nos anciennes interviews pour le guide pratique de l'assurance vie, mais en termes de composition d'allocation, on peut très bien retrouver les mêmes fonds au sein d'une assurance vie et au sein d'un PER. Mais là où ça va se différencier, comme vous l'avez dit, c'est au niveau de la fiscalité, notamment la fiscalité à l'entrée. Lorsqu'on verse de l'argent sur un plan épargne retraite, on va pouvoir le déduire de son revenu imposable. Exemple très concret, on va prendre un actif célibataire sans enfant, donc une part fiscale qui déclare 50 000 € imposables. Il est dans une tranche marginale d'imposition, TMI, de 30%. La TMI, ça aura son importance pour le PER, on le verra par la suite. Si ce contribuable verse 10 000 € sur son PER, c'est 10 000 € qu'il va déduire de son revenu imposable et au lieu d'être imposé sur 50 000, il va être imposé sur 40 000. Donc c'est 10 000 € en moins. Un bon cadeau. 10 000 € en moins imposé à 30%, donc une économie fiscale de 30%, donc de 3 000 €, pardon. Admettons maintenant que ce contribuable, il déclare 100 000 €, il passe dans la tranche à 41%, la partie la plus fortement imposée de son revenu est à 41%. S'il fait un versement de 10 000 €, cette fois-ci, c'est non pas une économie de 30%, mais de 41%. Donc, ça lui génère une économie d'impôt immédiate de 4 100 €. La conclusion à retenir, c'est que plus sa tranche marginale d'imposition est élevée,
plus la rentabilité du PER la rentabilité fiscale du PER va être importante. Voilà donc pour le fonctionnement de cette fiscalité. On verra, parce qu'après, il y a les questions de sortie, etc. Et on y reviendra, bien évidemment. D'abord, vous nous l'avez rappelé, même type de fonctionnement que l'assurance vie, on y choisit ses UC ou son fonds euro, enfin bref, les supports dans lesquels on investit, c'est au choix, là. Exact. Après, encore une fois, on va le voir, tout dépend de l'assureur ou de la compagnie avec laquelle on va ouvrir son PER. Mais effectivement, il y a d'un côté le fonds euro. Donc là, c'est la partie garantie de votre capital. C'est l'assureur qui garantit le capital. Et vous mettez 10 000 euros sur un fonds euro. Vous êtes sûr et certain que dans 10 ans, vous aurez à minima 10 000 euros. Les fonds euros sont principalement composés d'obligations d'État. Donc c'est pour ça que lorsque les taux d'intérêt sont bas, la performance du fonds euro est faible. Et inversement, petit exemple 2021, lorsque les taux étaient très bas, on empruntait 1%. Le rendement moyen des fonds euros sur le marché, on était entre 1,1 et 1,2%. 2024, on empruntait entre 3 à 3,5. Les taux d'intérêt, le rendement du fonds euro oscillait à peu près entre 2,5 et 2,6, voire même certains qui ont fait plus de 4%. Parce que ça a noté, chaque PER peut posséder son propre fonds euro. Ça dépend de l'acteur avec lequel on bosse. Et à côté de ça, la règle de base, c'est le rapport rendement-risque. Là, on est sur du capital garanti fonds euro, donc la rentabilité ne va pas forcément être en rendez-vous. Si on veut aller chercher un peu à booster la performance dans son PER, c'est là qu'il va être pertinent de regarder la partie unité de compte. Donc là, on est sur des actifs financiers qui sont soumis à la volatilité et à la fluctuation des marchés financiers. Mais la contrepartie de cette prise de risque, c'est qu'on est potentiellement sur des rendements illimités. Et si on travaille avec des assureurs qui ont une architecture ouverte, qui permettent d'aller piocher dans toutes les UC disponibles, on va pouvoir aller sur le marché de la bourse, des actions, de l'immobilier, private equity, intelligence artificielle, la santé pharmaceutique, etc. On peut vraiment avoir une allocation ultra variée. Donc il faut bien choisir, entre guillemets, son assureur. C'est important. Si en tout cas on a ce goût du risque, enfin voilà. Si on a ce goût du risque, oui, effectivement. Juste, on est sur un produit retraite et dans la mémoire patrimoniale, parce qu'on parlait du PERP, des articles 83, etc. au début, il y a toujours un petit goût mi-amer en se disant ouais, mais si je mets les doigts là-dedans, je suis bloqué, c'est un produit tunnel, voilà. Comment ça se passe ? On est bloqué, on peut sortir quand on veut, il y a des cas, comment ça se passe ? Effectivement, jusqu'à présent, on a vu tous les avantages du PER, optimisation de l'épargne, optimisation fiscale, mais bien sûr, on est en France, il y a des contreparties, le produit magique, il n'existe pas. Là, effectivement, on est sur un produit qui va être bloqué jusqu'à, comme son nom l'indique, la retraite. Il y a des cas de déblocage anticipé, soit l'achat de sa résidence principale, soit, un peu moins agréable, un accident de la vie. C'est ça. Généralement, les cas de déblocage anticipés sont pas très sympas. Ouais, c'est effectivement. Donc ça, c'est les deux cas de déblocage anticipés. Si on attend jusqu'à la retraite pour débloquer l'argent de son PER, il y a une fiscalité qui va s'appliquer. Et elle va dépendre de la manière dont on sort son argent. Soit sous forme de capital, soit sous forme de rente viagère. Si on décide de sortir l'argent sous forme de capital, une somme en un coup, ou étalée sur une durée, là, va y avoir une distinction de la fiscalité entre les primes qu'on a versées et les intérêts qui auront été générés. Les primes versées, ce que nous, on a versé tout au long de notre vie sur le PER, ils vont être resoumis à notre tranche marginale d'imposition au moment du retrait, 11, 30, 41%. Et la plus-value générée, les intérêts générés, eux, vont être soumis à la flat tax de 30%. Ça, c'est pour une sortie en capital. Si on décide de sortir en rente viagère, de faire des versements identiques de manière mensuelle, là, l'ensemble de l'épargne de votre PER, à la fois les primes versées et les intérêts générés, vont être soumis à votre tranche marginale d'imposition et aux prélèvements sociaux. Donc c'est pour ça, le jour où on décide de sortir l'argent du PER, super important de faire une simulation pour voir quelle est, d'un point de vue fiscal, la solution la plus pertinente. Il y a une espèce de légende urbaine qui parcourt la sphère patrimoniale et qui dit en gros, il faut perdre 2 tranches entre le moment où on a souscrit et le moment où on va ressortir. C'est ça à peu près qu'il faut avoir en tête ?
Alors, oui et non. J'ai toujours entendu ça aussi, mais je suis pas d'accord. Et je l'ai posé avec les chiffres. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais un petit peu provocateur en disant qu'il faut absolument, en hommage à Jacques Séguéla, si on n'a pas de PER avant 30 ans, on a loupé sa vie. Pourquoi ? Et on va le voir à travers des exemples. C'est que, oui, effectivement, si on a la même tranche d'imposition au moment de la sortie que lorsqu'on a versé, effectivement, d'un point de vue fiscal, ça peut sembler être une opération blanche. Oui. Pour autant, il ne faut pas oublier que ça reste aussi un produit d'épargne. Bien et sûr. qu'entre-temps, le but, c'est que ça ait généré des intérêts. Alors dites-nous pourquoi, parce que bon, ça c'est un mantra, s'occuper de sa retraite le plus vite possible, le plus tôt possible, ok. Mais pourquoi justement ce plan d'épargne retraite, il faut l'ouvrir le plus tôt possible, enfin voilà, pourquoi à 30 ans il faut avoir un PER ? Alors, juste avant ça, quelques petits points de vigilance. Déjà, premièrement, il faut bien vérifier qu'on paye l'impôt sur le revenu, Oui. premièrement. Et deuxièmement, je dirais même qu'on ait au minimum une TMI, tranche marginale d'imposition, à 30%. D'accord. Si on n'est qu'à 11%, on verse 10 000 € sur un PER, ça nous ramène que 1 100 € d'économie fiscale. Versus quelqu'un à 41%, il fait ce même versement de 10 000 €, il aura gagné 4 100 €. Donc déjà ça, la rentabilité fiscale est importante. Deuxièmement, comme on l'a vu, il faut être prêt à immobiliser son capital sur du long terme. Qui plus est, quand on a 30 ans, si on n'a pas la retraite avant, enfin ça sera dans 35 ans, il faut être prêt à immobiliser cette somme. Donc il faut avoir ça en tête. Pour autant, pour moi, l'âge ne doit pas être le critère premier pour investir sur un PER, mais on doit s'attacher beaucoup plus à l'épargne de précaution. J'ai beaucoup plus de facilité à conseiller l'ouverture d'un PER à un actif de 30 ans, célibataire, sans enfant, qui a de l'épargne de précaution, qui est en capacité de mettre de l'argent de côté tous les mois, plutôt qu'à un actif de 55 ans, certes beaucoup plus proche de l'âge de la retraite, mais qui a par exemple 3 enfants à charge, qui n'a pas forcément énormément d'épargne de précaution, qui a des projets à court moyen terme et surtout qui a du mal à mettre de l'argent de côté. Donc pour moi, l'épargne de précaution, son épargne disponible immédiatement sur des livrets doit être le point d'intention principal avant l'ouverture d'un PER. Mais on a toujours tendance à chercher la formule gagnante en se disant est-ce que il faut que je souscrive tel produit parce que je vais mettre un gros versement parce que j'ai touché une prime ou un héritage ou ceci, cela, ou est-ce qu'il faut que je prenne un peu comme je paye mon téléphone portable, quoi, un abonnement et que chaque mois je mets un petit peu d'argent sur tel produit. Enfin, le PER, il fonctionne comment vis-à-vis de ça ? Il vaut mieux arriver une fois cash avec un gros versement ou c'est en faisant des petits versements réguliers que on fait que les petits ruisseaux font des grosses rivières. Quel conseil on peut donner un petit peu ? Alors, sur un PER, comme à l'image d'une assurance vie, il est totalement possible de soit faire des versements en une seule fois, one shot, soit de mettre en place des versements mensuels tous les mois. Pour autant, ça c'est un conseil que je donne moi en général à mes clients, autant sur l'assurance vie ou même d'autres produits, j'hésite pas du tout à conseiller la mise en place d'un versement mensuel. Sur le PER, j'ai plutôt tendance à conseiller le versement one shot et en général vers la fin de l'année. Parce que ce qui est intéressant, c'est de calibrer le montant versé sur le PER en fonction de ce qu'on compte déclarer. En général, la première partie de l'année, janvier, février, mars, on n'a pas encore une visibilité sur le montant qu'on va déclarer sur l'année N. Donc c'est pour ça qu'on n'est jamais à l'abri. Si quelqu'un fait un gros versement sur un PER pensant qu'il va déclarer, je dis une bêtise, 100 000 €, sauf qu'en juin, juillet, il a un arrêt maladie ou une démission et qu'il gagne beaucoup moins d'argent, le versement sur le PER aura peut-être été moins rentable. Donc, concernant spécifiquement le produit du PER, j'ai tendance à conseiller d'attendre les Oui, parce que le versement, il peut intervenir dans les dernières minutes fiscales, on va dire. Qu'on verse au 1er janvier ou au 31 décembre, l'effet fiscal sera exactement le même. Donc, c'est pour ça que, d'un point de vue avancé de trésorerie, on a autant attendre la fin de l'année. Ouais. On a beaucoup parlé d'assurance vie dans cet entretien sur le PER. On sait que l'assurance vie a un gros avantage fiscal en termes de succession. Qu'est-ce qu'il en est pour le PER ? Parce que voilà, plan retraite. Alors voilà, je suis à la retraite, j'ai mon PER, il me permet de vivre, etc., etc. Je viens décéder. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent qui est encore de côté ? En termes d'abattements fiscaux qui existent sur le PER, ils peuvent être rapprochés de ceux de l'assurance vie en termes de montant, mais avec un mécanisme différent. Autant l'assurance vie, les abattements sur la succession dépendent de l'âge à laquelle on a versé sur l'assurance vie. Là, concernant le PER, les abattements vont dépendre de l'âge du décès du titulaire du PER. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on ouvre un PER, on peut y nommer des bénéficiaires. On peut mettre qui on veut et autant qu'on veut.
En général, on met les enfants. Si le titulaire du PER décède avant l'âge de 70 ans, chaque bénéficiaire va pouvoir bénéficier d'un abattement fiscal de 152 500 €. Si la somme transmise dépasse ce montant, il y a un impôt de 20% et ensuite 31% au-delà de 852 000. Et si le titulaire décède après 70 ans, là, l'abattement, il est plus de 152 500 € par bénéficiaire, mais il est de 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires. Donc, si on se place du côté des bénéficiaires... Il faut savoir mourir avant 80 ans, c'est ça ? Avant 70 ans. Avant 70 ans, pardon. C'est plus intéressant que le titulaire décède avant 70 ans. On va pas convaincre beaucoup de clients. Ouais, on va pas convaincre beaucoup de clients. Bon, écoutez, voilà, on s'est dit pas mal de choses sur ce PER mis en musique par Yann de Florenne. Merci Yann d'être passé. Merci Cédric. Yann de Florenne et Modo Patrimoine qui nous accompagnent régulièrement dans Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et on accueille à présent Aurélie Alamijon. Bonjour Aurélie. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, ingénieur patrimonial chez Natixis Wealth Management. Et on va parler fiscalité. Bah oui, difficile de ne pas parler fiscalité quand on parle de gestion de patrimoine en France, et notamment de loi de finances et des incidences de cette loi de finances. Alors c'est vrai qu'elle a beaucoup fait parler. On est largement revenu sur cette loi de finances il y a quelques jours, et vous pouvez toujours réécouter le podcast avec Jérôme Barré chez Yards, qui nous avait détaillé un petit peu toute cette loi de finances. Et nous, on va s'intéresser aux dirigeants, avec les questions qui peuvent se poser pour les chefs d'entreprise qui envisagent de vendre en 2025 des titres de leur société. D'abord, voilà, en découvrant cette loi de finances, est-ce que vous êtes dit oh là là, il va falloir que je revoie tout mon manuel de vol. Finalement, mes réflexes doivent changer. Alors en fait, non, pas vraiment. Parce que quand on se préoccupe de la cession d'une entreprise, on commence toujours, et ça sera toujours le cas en fait, par essayer de chiffrer et d'anticiper le montant de la fiscalité qui va grever la plus-value sur la cession des titres. Parce qu'il faudra la provisionner et la quitter. Donc ça ne change pas. Modulo, ce dont on va parler, le niveau de pression fiscale qui a effectivement évolué de par cette loi de finances. Et puis d'autre part, parce que selon les objectifs en fait du candidat à la cession d'entreprise, qui peuvent être notamment à l'occasion de cette vente, d'anticiper la transmission du patrimoine, pourquoi pas au profit des enfants, ou redéployer après la vente une activité économique via une société soumise à l'impôt sur les sociétés, on va toujours avoir de la pertinence pour les schémas préparatoires, ce dont on parle dans notre quotidien à nous du patrimoine, c'est-à-dire la donation d'une fraction des titres avant la vente ou l'apport d'une partie des titres à une société à l'IS que l'on contrôle, pour être en report d'imposition. Donc ça ne change pas. Ce qui va en revanche changer, c'est le niveau de pression fiscale, puisque avec cette loi de finances pour 2025, on a une nouvelle contribution, qu'on appelle la contribution différentielle sur les hauts revenus, CDHR, qui va s'appliquer pour les revenus de 2025 à l'égard de ceux des contribuables en fait, qui disposent de revenus importants, et dont l'objet en fait est d'assurer en fait que ces personnes subissent une imposition minimum de 20% sur ces revenus-là, avec un calendrier de paiement de cette contribution un petit peu spécifique dès 2025. Voilà donc pour le cadre dans lequel vous évoluez désormais. On le disait, on va s'intéresser donc à ces dirigeants qui vont ou qui voudraient vendre. Quand on cède les titres, du coup, qu'est-ce qu'on déclenche comme fiscalité ? Alors, on va déclencher une fiscalité globale qui se décompose en fait en 4 impositions. Il y aura tout d'abord l'impôt sur le revenu à proprement parler, les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, prélèvement social, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, éventuellement, et éventuellement la petite dernière, la contribution différentielle sur les hauts revenus. Est-ce qu'il y a des changements pour l'IR ? Alors, pour l'impôt sur le revenu, non, à quelques ajustements près dont je vais vous parler. Le principe, en fait, comme toujours, qui n'a pas été remis en cause, c'est une soumission en fait de la plus-value sur cession de droits sociaux, sur cession de titres, à l'impôt sur le revenu, à un taux forfaitaire de 12,8%. On appelle ça le prélèvement forfaitaire unique. Donc ça n'a pas changé, le taux n'a pas évolué, et la base taxable non plus, puisqu'on prend en compte, pour ce taux de 12,8, l'intégralité de la plus-value, et on n'a pas d'abattement pour durée de détention. Par exception, le contribuable peut choisir à la place de ces 12,8 de soumettre cette plus-value au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
notamment parce qu'il pourrait avoir un intérêt, si les conditions sont réunies, de bénéficier d'un abattement pour durée de détention des titres. Il y en a notamment un qui est assez avantageux, qui est un abattement de 85%, ce qui fait que, au terme de 8 ans de détention, ce qui fait que seulement 15% de la plus-value sera taxable au barème progressif. Mais ça, la condition notamment, c'est que les titres qui sont vendus aient été acquis avant le 1er janvier 2018. Donc ça, c'est une première chose. Petite nouveauté, c'est quand même le fait qu'un abattement complémentaire, un autre abattement forfaitaire, cette fois-ci de 500 000 € pour les dirigeants de PME qui cèdent leur entreprise dans le contexte de leur départ en retraite, eh bien cet abattement en fait est venu à expiration au 31 décembre 2024 et là la loi de finances pour 2025 l'a prorogé jusqu'en 2031. D'accord. Mais à part ça, voilà, c'est tout. Ensuite, on a les prélèvements sociaux. Oui. On a la contribution exceptionnelle sur les revenus. Là, rien de nouveau non plus ? Alors, pas de changement non plus pour les prélèvements sociaux. Ils sont toujours dus au taux global de 17,2 sur l'intégralité du gain, même si pour l'impôt sur le revenu, on a opté pour l'IR, pour le barème progressif et qu'on a pu bénéficier d'abattements pour durée de détention. Pour les prélèvements sociaux, on va les calculer sur une plus-value brute, c'est-à-dire avant abattement. On a même si, et c'est toujours le cas, si on a opté pour le barème progressif pour la partie impôt sur le revenu, on a droit à bénéficier d'une quote-part de déductibilité de CSG. Une partie de la CSG qu'on aura acquittée sera déductible du revenu global de l'année suivant celle de la vente. Donc ça ne change pas. Et la contribution exceptionnelle sur les revenus ne change pas non plus. Pour rappel, c'est une contribution qui existe maintenant depuis une petite quinzaine d'années. C'est pour ça qu'elle était exceptionnelle. Exactement. Tout à fait. Et elle, en fait, elle concerne les contribuables seuls qui ont un revenu fiscal de référence, c'est-à-dire en gros le revenu net imposable majoré de certains éléments qui excèdent 250 000 €, ou pour les personnes en couple soumises à une imposition commune, 500 000 €. Elle est due selon un taux un barème qui est progressif. Il y a une tranche à 3% et un taux marginal à 4%. Et cette contribution non plus n'a pas changé. Elle est due sur l'intégralité du gain, de la plus-value. Bon, quand on passe à la caisse, qu'on fait la douloureuse, on arrive à quelle pression fiscale ? Alors, si on agrège tous ces éléments, donc on a 12,8% pour l'impôt sur le revenu, à proprement parler, 17,2% pour les prélèvements sociaux. Donc là, ça nous fait les 30 de la fameuse flat tax. Plus, si on considère le taux marginal de la CEHR, on a 4, donc ça nous fait 34%. On peut même avoir un peu moins, même beaucoup moins, 27,45%, si on a pu se prévaloir de l'abattement pour durée de détention de 85% dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Donc c'est quand même avantageux, mais ça c'est avant la CEHR. Oui, c'est avant la nouvelle née. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là ? Alors cette contribution en fait différentielle sur les hauts revenus, c'est une contribution qui déjà a pour vocation de ne concerner que les revenus 2025. Donc déjà, les revenus 2024 ne sont pas concernés, alors que dans les précédents, dans les premières moutures du projet de loi de finances, avant adoption du texte définitif, les revenus 2024 étaient concernés. Après, l'avenir, au-delà de 2025, on ne sait pas, on verra bien. En fait, cette contribution... Il n'y a pas marqué exceptionnelle, donc elle va rester, celle-là, normalement. Elle est différentielle. Oui. Voilà, c'est pas la même chose, mais bon, on verra bien. L'avenir nous le dira. Elle concerne tout le monde ? Alors non, elle concerne les contribuables qui sont déjà résidents au plan fiscal de France et qui surtout disposent de hauts revenus. C'est-à-dire qu'on va regarder leur revenu fiscal de référence au sens de la CDHR. C'est-à-dire qu'on va prendre le revenu fiscal de référence qu'on utilise pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la CEHR, et on va l'ajuster. Et si ce revenu de référence CDHR excède 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € pour des personnes soumises à imposition commune, on est susceptible de le déclencher. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'idée de cette contribution, c'est de soumettre ces contribuables qui disposent de hauts revenus, en fait, à une imposition minimum de 20% au titre de leur seul impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte de tout ça dans l'équation des prélèvements sociaux ? Alors, les prélèvements sociaux, en fait, on n'en tient pas compte dans cette équation. C'est-à-dire qu'on va, d'une part, regarder 20% de ce revenu de référence CDHR, donc le revenu fiscal de référence ajusté. Et d'autre part, on va regarder le poids formé par l'impôt sur le revenu, qu'il soit calculé au barème progressif ou bien à un taux forfaitaire, notamment 12,8,
On va aussi ajouter les prélèvements libératoires. Et puis, on va ajouter la CEHR. Et si ce total, en fait, on va le comparer aux 20% du revenu fiscal de référence, et si on a une différence positive, en fait, entre ces 20% du revenu de référence et ce total d'imposition, eh bien, cette différence va représenter, en fait, cette contribution différentielle à devoir. Ça veut donc dire que les contribuables, en fait, dont le taux moyen d'imposition excède ces fameux 20%, ne déclencheront pas cette contribution différentielle sur les revenus. Bon, mais les prélèvements sociaux, eux, entre guillemets, sont bien dus. Alors, ils resteront dus en plus. Alors, ça veut dire que si on prend un exemple pour une personne qui a, par exemple, un montant qui ne percevrait, par exemple, que des dividendes, soumis au 12,8 d'impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 12,8. Si on ajoute les 4, si on raisonne au niveau du taux marginal de la CEHR 4, ça nous fait 16,8. Pour aller jusqu'au 20, il nous faut bien cette fameuse contribution différentielle qui va être de 3,2. Avec tout ça, on aura bien les 20%. Et on va ajouter les prélèvements sociaux de 17,2, ce qui nous fait une imposition maximum de 37,2. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, cette contribution, elle a essentiellement pour objectif de viser les contribuables qui disposent exclusivement, en fait, de revenus financiers type dividendes ou plus-value, ou qui ont dans leur patrimoine une part prépondérante de ce type de revenus, par rapport à leurs autres revenus qui seraient imposés au barème progressif, type salaire ou revenus fonciers. Et qu'inversement, ceux dont la proportion de revenus soumis au barème progressif, salaire, revenus fonciers, est importante en regard de ces revenus financiers, eux, il y a moins de chances en fait qu'ils déclenchent la CDHR parce qu'il sera certainement acquis que le taux moyen d'imposition les concernant sera supérieur à ces 20%. On essaye d'aider aussi les dirigeants d'entreprise ensemble ce matin. Est-ce qu'il y a des spécificités pour les plus-values, justement, des titres de société ? Alors, oui, il y en a quelques-unes. Une qui est vraiment favorable aux contribuables, puisque je vous parlais tout à l'heure de ce revenu fiscal de référence. On va partir effectivement du revenu de référence que l'on va analyser pour les besoins de la CEHR et qui figure notamment dans son avis d'imposition. Et on va l'ajuster. Et notamment, on va faire des ajustements à la baisse. Notamment, si on a pu se prévaloir de l'abattement spécifique pour le dirigeant qui part en retraite et qui vend ses titres de 500 000 €, il viendra en diminution du revenu à prendre en compte pour apprécier si on déclenche ou non la taxe. Donc ça, c'est plutôt favorable. Et il y a un autre aspect qui sera aussi à creuser, qui pour le moment n'a pas donné lieu à des précisions de la part de l'administration fiscale. Oui, parce qu'on rappelle que tout ça, c'est très neuf. C'est très neuf, ça a tout juste un mois. C'est la notion de revenu exceptionnel. Parce qu'un revenu exceptionnel n'est pris dans les bases du revenu fiscal de référence CDHR que pour 25% de son montant, que pour le quart. Et la loi nous dit qu'un revenu exceptionnel, c'est un revenu qui n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et dont le niveau, en fait, n'excède pas, dont le niveau n'excède pas la moyenne des revenus annuels au titre desquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu sur les 3 dernières années. Donc, il est possible que des plus-values, finalement, puissent constituer et caractériser un revenu exceptionnel dont on ne prendrait finalement que le quart, ce qui est plutôt intéressant. Pour terminer, un petit mot du paiement de l'impôt, des obligations déclaratives, tout ça, il y a des changements ? Oui, alors il y a des changements parce que tant pour l'impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux et la CEHR, finalement, on va rester sur des principes connus, c'est-à-dire une plus-value qui serait réalisée en 2025, ces 3 impositions, en fait, seront recouvrées, le paiement sera assuré en 2026, donc 1 an plus tard. En revanche, pour la CDHR, ce qui va être quand même un sérieux sujet à considérer, la loi nous dit que les contribuables devront acquitter un acompte entre le 1er et le 15 décembre 2025 de 95% de son montant estimé. Ça veut donc dire que les contribuables, d'ici la fin de l'année, devront être provisionnés, puis surtout être en capacité déjà d'avoir une vision précise des revenus acquis jusqu'à cette date-là, puis les revenus estimés du mois de décembre, pour pouvoir faire un calcul précis. Parce que s'il y a une erreur de plus de 20% par rapport au montant qui doit finalement être dû, ou bien s'il y a un retard ou un défaut de paiement, on s'expose quand même à une pénalité de 20%. Donc, les sanctions sont lourdes.
Bon, qu'est-ce qu'on se dit en synthèse, Aurélie ? Alors en synthèse, on se dit que effectivement les réflexes n'ont pas changé, mais qu'il faut quand même se pencher sérieusement sur l'exigibilité éventuelle de cette fameuse contribution différentielle, sur le poids global de la fiscalité. Il va falloir évidemment, comme d'habitude, procéder à un certain nombre de modélisations comparatives pour voir ce à quoi on va être assujetti. Donc ça, c'est une première chose. Être attentif aussi à la façon dont les textes pourront être commentés, précisés par l'administration fiscale. Oui, donc on va lire le BOFIP, quoi. Voilà, notamment sur cette fameuse notion de revenu exceptionnel. Et puis, surtout aussi de se dire que si on envisage des opérations préparatoires, qui conservent encore une fois toute leur pertinence, tout leur intérêt, eh bien, il ne faut pas s'y prendre non plus trop tard. Les réflexes en la matière restent les mêmes. Mais c'est un autre sujet. Et ben voilà, ça nous donnera l'occasion de nous revoir. Avec plaisir. Aurélie Alamijon, donc, et l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Merci d'être passé. Merci Cédric. Dans Cœur de patrimoine. Voilà, c'est la fin pour cette semaine. Merci de votre confiance, de votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain. Et puis d'ici là, n'oubliez pas non plus notre rendez-vous avec Capital, le grand rendez-vous de l'épargne. On se retrouve vendredi à 18h et on parlera des SCPI, sans oublier bien évidemment de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire questions@capital.fr. À très vite. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.